Sensation. Tariq Ali, Oliver Stone. L'histoire non dite des États-Unis. Édition Galade. 2011 aux États-Unis, 2012 pour la traduction française, due à Sylvette Glaise. Chapitre 2. Le nouvel ordre après la Seconde Guerre mondiale. Oliver Stone. Vous avez écrit que l'autosuffisance en matières premières essentielles qui caractérisait les États-Unis a cessé après la Seconde Guerre mondiale. Les États-Unis ont découvert qu'il leur fallait importer du pétrole, du minerai de fer, de la bauxite, du cuivre, du manganèse, du nickel. Pourriez-vous dire quelques mots sur les besoins américains en matières premières après la guerre et ce qui s'est passé une fois que ce pays est devenu le plus riche du monde? Tariq Ali. Après la guerre, les attentes des populations ont été plus grandes qu'elles ne l'étaient auparavant. L'explosion de l'industrie automobile, par exemple, l'explosion du complexe militaro-industriel, ont fait que la fabrication des produits manufacturés est passée à une échelle qu'aucun dirigeant américain n'aurait pu imaginer avant le conflit de 1914-1918. Donc il fallait que les approvisionnements soient assurés, pour le pétrole en particulier, afin que le pays continue de tourner et que soient protégés et préservés les intérêts américains dans le monde. Les matières premières étaient devenues indispensables. Eisenhower a même un jour parlé de l'importance du Vietnam du point de vue des besoins des États-Unis en matière première. Et l'accord conclu avec l'Arabie saoudite, qui a ensuite, au XXIe siècle, fini par devenir la hantise des Américains, a été très intéressant, en ce qu'il montrait le passage de relais d'un empire à un autre, avant même que la faillite du premier n'ait été officiellement reconnue. Les États-Unis ont endossé le rôle de protecteur de la famille royale d'Arabie saoudite et de l'ensemble de leurs intérêts que détenait la Grande-Bretagne jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. La rencontre a eu lieu à bord d'un croiseur sur le canal de Suez. C'est là que l'accord a été signé. Oliver Stone. Pour protéger la famille royale de qui? Tariq Ali. La protéger de son propre peuple. Oliver Stone. Déjà à l'époque? Tariq Ali. Déjà à l'époque. La famille royale d'Arabie saoudite, compte tenu notamment de la religion qu'elle pratiquait, le wahhabisme, ne représentait qu'une toute petite partie de la population saoudienne. Elle a ainsi utilisé la puissance que lui conféraient les accords passés d'abord avec l'Empire britannique, puis avec les États-Unis, pour garder la main mise sur son peuple et imposer cette religion à la population d'Arabie saoudite, qui en fait ne la partageait pas. Ceci remonte donc à la Seconde Guerre mondiale. Mais de plus en plus, tout au long du conflit, les États-Unis se sont dit « les Français ont plié, que deviennent les colonies françaises? Les Hollandais sont hors de combat, les Allemands occupent le pays. Que va-t-il se passer en Indonésie? Que va-t-il se passer en Indochine? Que va-t-il se passer en Inde? Pouvons-nous abandonner l'Inde aux Japonais ?» Car il y avait à ce stade un réel danger. Oliver Stone. Pourriez-vous aborder brièvement ce sujet? Tariq Ali. Après la chute de Singapour en 1942, les nationalistes indiens, et Gandhi en particulier, de même que Nehru, ont eu le sentiment qu'ils pourraient arriver à négocier l'indépendance de l'Inde, non pas avec les Britanniques, mais avec les Japonais. Et pour la première fois, Gandhi a commis une erreur stratégique ou tactique. Il a dit « Mettons en demeure les Anglais de quitter l'Inde maintenant ». Et les Anglais lui ont répondu « Attendez la fin de la guerre et nous partirons ». « Non, a-t-il répliqué, vous devez partir maintenant. » Les Indiens ont retiré tous leurs fonctionnaires du gouvernement des provinces et lancé un mouvement de désobéissance civile baptisé Quit India. On n'y voit plus aujourd'hui qu'un mouvement nationaliste, ce qu'il a certes été, mais il avait un lien avec la grande offensive japonaise d'après la chute de Singapour, considérée comme la plus importante défaite de l'armée britannique en Asie. Et les Anglais ont craint que les Japonais ne continuent d'avancer, qu'ils n'atteignent la Birmanie, et ne tarderaient pas à occuper le Bengale. Et une fois le Bengale occupé, qui sait? Il pourrait prendre Delhi. Voilà pourquoi le gouvernement britannique, et Churchill en particulier, a pris peur et a envoyé de Grande-Bretagne des politiciens de gauche pour rencontrer Gandhi et lui dire « Bon, nous vous accorderons tout ce que vous voudrez, attendez simplement un tout petit peu. Nous vous signerons un chèque en blanc. » Gandhi a alors répliqué « Quelle valeur a le chèque en blanc d'une banque en faillite ?» Il pensait vraiment que les Anglais étaient finis. Mais comme on le sait, les Japonais n'ont jamais atteint Delhi, même s'il est bon de rappeler que beaucoup de soldats indiens prisonniers des Japonais ont constitué une armée nationale indienne. Et l'un des principaux dirigeants du parti du Congrès national indien, Subhash Chandra Bose, s'est envolé pour Tokyo et Berlin avec le slogan nationaliste « L'ennemi de mon ennemi est mon ami ». Et il a négocié avec Hitler et les Japonais une offensive militaire en Inde contre les Britanniques, avec l'armée nationale indienne qui avait le soutien de la population. Oliver Stone. Que s'est-il passé? Tariq Ali. Ils ne sont pas allés très loin, ils n'ont pas combattu les Anglais. Beaucoup d'entre eux ont été arrêtés. Et après la guerre, lorsqu'ils ont été jugés, des hommes politiques indiens de premier plan, parmi lesquels Nehru, ont revêtu la robe d'avocat et plaidé leur défense en les qualifiant de patriotes nationalistes.
Nous n'étions pas d'accord avec leur position, ont-ils dit, mais ce qu'ils ont fait, ils l'ont fait contre l'occupant. Oliver Stone. Une fois que le Japon s'est rendu maître de la Birmanie, pourquoi n'envoie-t-il pas davantage de troupes en Inde? Tariq Ali. C'est un mystère de plus. Pourquoi les Japonais ont abandonné l'Inde? Pourquoi ils n'ont pas envahi l'Union soviétique? Ils ont simplement renoncé à un moment donné et pensé qu'il leur fallait concentrer toutes leurs troupes ailleurs. Je pense qu'ils ont alors sans doute eu le sentiment que leur voie de ravitaillement ne suffirait pas. Oliver Stone. L'Inde avait-elle des richesses qui pouvaient intéresser le Japon? Tariq Ali. L'Inde avait d'immenses richesses, des richesses potentielles. Oliver Stone. Potentielles, mais pas immédiatement disponibles. Tariq Ali. Pas immédiatement disponibles. Des richesses qui auraient été à exploiter. Il y avait néanmoins une main-d'œuvre colossale. Oliver Stone. Oui, mais il aurait fallu nourrir tous ces gens, et les Japonais connaissaient une situation alimentaire difficile. Vous avez écrit qu'après la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis avaient en substance conclu un accord avec le Japon sur l'administration d'un État à parti unique. C'est bien cela. Tariq Ali. On dit souvent que le général MacArthur a écrit la constitution japonaise. Quand les États-Unis ont envahi l'Irak en 2003, il a été question d'une occupation du pays sur le modèle japonais. Mais l'occupation du Japon n'a en aucun cas été progressiste. D'abord, pourquoi avoir gardé l'empereur? En temps normal, les Américains ne s'en seraient guère souciés, ni les Français, en raison de leur culture républicaine. Gouverner avec la monarchie est davantage une tradition britannique. Mais dans le cas du Japon, je pense que MacArthur et le gouvernement des États-Unis ont compris qu'écarter l'empereur du trône et faire du Japon une république risquait de déchaîner dans le pays des forces sociales et politiques qu'ils ne pourraient pas maîtriser. Ils avaient besoin sur place en permanence de gens chargés de diriger ces pays pour eux, et ils ont estimé que ce serait plus facile avec l'empereur. De fait, l'étonnant dans cette histoire est que l'empereur était déjà en train de rédiger la déclaration qu'il pensait prononcer lorsqu'il serait jugé comme criminel de guerre, car il était grandement impliqué dans le conflit. Quand MacArthur est allé le trouver, l'empereur a cru que c'était la fin. Mais MacArthur lui a dit « Attendez, on vous garde, vous allez rester sur le trône ». L'autre réalité à avoir à l'esprit est qu'après la Seconde Guerre mondiale, dans les trois pays de l'Axe, le Japon, l'Allemagne et l'Italie, l'encadrement militaire est pour l'essentiel demeuré inchangé, et ceux-là même qui avaient combattu les États-Unis ont continué de jouer un rôle de premier plan. Au Japon, par exemple, très peu de gradés ont été remplacés. Il y a eu un tribunal pour crimes de guerre qui a jugé Tojo, ainsi que quelques autres, mais dans l'ensemble, l'armée est restée telle qu'elle. En Italie, 60 à 65% de l'appareil judiciaire, militaire et policier de Mussolini a été conservé. C'est l'Allemagne qui a sans doute connu le plus de purges, mais beaucoup d'anciens nazis ont rejoint le Parti démocrate chrétien et ont occupé des postes dans la police et la magistrature, car à l'époque, l'ennemi était le communisme, et tout ce qui pouvait être utilisé contre lui était bon à prendre. Oliver Stone. Y a-t-il eu un moment au cours de la Seconde Guerre mondiale où les États-Unis sont devenus une puissance impériale digne d'hériter des Britanniques? Tariq Ali. Une fois le processus enclenché, rien n'allait l'arrêter. Si la guerre de 14-18 a fait des États-Unis une puissance mondiale en les propulsant sur la scène internationale, la guerre de 39-45 les a placés à la tête d'un empire qui allait désormais devoir se battre pour protéger ses possessions. Ceci a rapidement conduit aux interventions en Corée, au Vietnam et ailleurs. Les États-Unis avaient, bien entendu, toujours été, nous le savons, à la tête d'un empire en Amérique du Nord, qui a étendu son territoire aux dépens du Mexique, qui a acheté la Louisiane aux Français et mis dehors les Britanniques, qui a exercé un contrôle indirect sur l'Amérique du Sud, à distance, même si maintes et maintes fois les Marines sont intervenus, comme le rappelle le général Smedley Butler dans son formidable ouvrage « La guerre est un racket ». À distance, c'est ainsi que les États-Unis ont choisi de gouverner le monde, trouvant des relais locaux qui étaient à leurs ordres. Là où ils ont administré directement un pays, comme aux Philippines, les résultats n'en ont pas toujours été heureux. Oliver Stone. Vous avez fait observer que la Grande-Bretagne administrait l'Inde avec seulement, je crois, 30 000 soldats. Tariq Ali. C'est stupéfiant, oui. Au plus fort de la domination britannique en Inde, il y avait 36 000 soldats anglais de race blanche. Mais les Britanniques, parce qu'ils ont décidé de rester, ont dirigé ce vaste sous-continent extrêmement peuplé en passant des accords avec certains courants de sa classe politique en divers endroits et en créant une nouvelle armée modèle, la British Indian Army, qui recrutait dans les couches les plus pauvres des populations des campagnes. Ils évitaient les citadins, leur préférant les paysans misérables ou les habitants des montagnes, comme les Goukas qui recevaient soldes et soins. C'était une armée quelque peu paternaliste, mais les troupes n'étaient pas seulement livrées à elles-mêmes, et ce fut une grande réussite, de celle dont aucune grande puissance n'a jamais pu se targuer par la suite. Oliver Stone. Ils ont également donné naissance à une classe de propriétaires terriens. Tariq Ali. En effet, au cours des siècles passés, dans l'empire moghol, la possession de la terre n'avait pas été encouragée.
l'État dominait tout. Les Britanniques ont créé une classe de propriétaires fonciers en distribuant des domaines plus vastes à des gens qui étaient déjà des notables dans ces régions, mais qui exerçaient le pouvoir par la levée d'impôts plutôt que par la propriété de terres, encore que dans bien des cas, ils avaient commencé d'en acquérir. Donc, les Britanniques ont rendu tout ceci officiel en disant à ces gens: vous êtes les propriétaires terriens, vous êtes à la tête de ces domaines, vous vous faites obéir de vos métayers, et nous avons besoin de votre soutien. Les locataires des terres sont souvent partis se battre pour l'armée britannique en Chine, en Indochine et ailleurs dans le monde. Beaucoup de soldats indiens sont morts au cours de la Seconde Guerre mondiale sur les champs de bataille d'Europe. Oliver Stone. Ainsi êtes-vous en train de dire que les États-Unis ont reçu, à quelques exceptions près, cet héritage colonial? Tariq Ali. Ils ont reçu cet héritage colonial des Britanniques, mais ils n'ont pas agi de la même façon qu'eux. Quand les Britanniques occupaient l'Afrique, leurs fonctionnaires étaient en poste partout dans ces pays. La reine était le chef de ces États. C'était, dirions-nous, un colonialisme traditionnel à l'ancienne. Dans une colonie française d'Afrique, vous faisiez partie de l'empire colonial français. Toutes les décisions, ou presque, étaient prises à Paris. Les États-Unis n'ont pas suivi cette voie. La raison essentielle pour laquelle ils ne l'ont pas fait est que le pays a eu dès le départ une idéologie anticolonialiste, car il avait lui-même eu à se libérer d'une puissance coloniale, la Grande-Bretagne. Et cela a joué un rôle majeur dans la façon dont les États-Unis ont conçu et présenté leur propre empire. Jamais ils n'ont reconnu en posséder un. Ce n'est que récemment, après l'effondrement de l'Union soviétique, qu'ils l'ont progressivement admis. Cela n'est donc pas sans importance et n'a pas contribué à la mise en place de leurs ressortissants dans les services des douanes de tel ou tel pays. L'expérience a toujours été pénible aux Américains lorsqu'ils y ont été contraints, comme par exemple en Irak aujourd'hui. L'Empire était pour eux d'un autre type. De fait, la Grande-Bretagne a été davantage gagnante financièrement en contrôlant indirectement l'Argentine qu'en occupant l'Afrique. Et pour les États-Unis, c'est, je crois, cet aspect financier qui prime, s'agissant des intérêts américains. Que peuvent faire leurs entreprises? Quel est le meilleur environnement possible leur permettant de fonctionner? Telle est depuis longtemps la pensée dominante aux États-Unis. Oliver Stone. C'est davantage une philosophie néolibérale et de libre-échange. Tariq Ali. En effet, avant même que ces termes n'aient été inventés. C'est ainsi que les États-Unis ont en général agi. C'est ainsi qu'ils ont construit l'industrie pétrolière saoudienne. Aramco a créé de toutes pièces l'industrie pétrolière en Arabie saoudite que les Saoudiens se sont ensuite accaparés, moyennant une très belle compensation financière, ainsi que de fait un tribut permanent payé à Washington. Les compagnies américaines s'installaient dans le pays, les personnels de ces compagnies s'installaient dans le pays, les agents des services secrets s'y installaient aussi pour tenir Washington informé de ce qui se passait. Mais il n'y avait pas d'occupation directe, ni d'envoi de troupes, à moins que cela ne devienne absolument nécessaire. Oliver Stone. Vous avez fait remarquer que les Anglais ont été très habiles à se servir de l'anticolonialisme pour coloniser l'Afrique. Tariq Ali. Il est tout à fait intéressant que l'argument avancé par les Anglais pour coloniser l'Afrique et pour y envoyer leurs troupes ait été que c'était le seul moyen de mettre fin à l'esclavage, en oubliant que des fortunes se sont édifiées en Grande-Bretagne pendant des dizaines et des dizaines d'années sur la traite des esclaves. Mais c'était l'argument qu'ils avaient trouvé, et je le compare à celui dont se servent les États-Unis quand ils investissent tel ou tel pays pour défendre les droits de l'homme. Ce sont les justifications idéologiques qu'ils donnent à leur peuple, afin de rendre plus acceptable une action choquante. Mais les Britanniques ont été ceux qui, en fait, ont montré le plus d'aplomb. Oliver Stone. L'esclavage aurait-il disparu de toute façon, ou est-ce la Grande-Bretagne qui y a mis fin? Tariq Ali. Non, l'esclavage arrivait à son terme, plus ou moins. Le processus d'abolition a commencé au XIXe siècle, avec notamment la défaite du Sud dans la guerre civile américaine. En Europe, l'esclavage prenait fin. La Révolution française y avait mis un terme. À Haïti, il y a eu une révolte des esclaves. Ce que les Anglais ont alors fait est typique de leur impérialisme. Beaucoup de mensonges, d'hypocrisie dans leurs déclarations. Ils ont administré l'Afrique de façon totalement raciste. Ils y ont imposé un système d'apartheid. Ils ont ouvert des clubs exclusivement réservés aux Blancs, ont délimité des zones exclusivement réservées aux Blancs. On parle des Afrikaners en Afrique du Sud, mais les Britanniques ont fait cela partout dans le monde, en Inde également, et principalement en Afrique. Oliver Stone. Je serais curieux de savoir ce que vous pensez de ce médecin et missionnaire écossais, le docteur Livingstone. Tariq Ali. Quand vous appartenez à un pays qui possède un empire, à une race qui possède un empire, vous pensez que le monde est à vous. Et même des gens bien, vous savez, qui décident qu'ils peuvent partir comme ça, explorer la planète, faire des découvertes. Il y a, au fond d'eux-mêmes, cette idée qu'ils sont l'empire, que tout ce qu'ils font, ils le font pour l'empire. Et Livingstone n'y a pas échappé. Les Écossais sont aujourd'hui très hostiles aux Anglais, mais s'agissant de l'Empire britannique, ils ont parfois été ses plus ardents défenseurs. Ils ont joué un grand rôle dans la création de l'Empire britannique et dans son administration. Il y avait aussi une composante religieuse, qui a toujours été présente. Nous apportons la civilisation et la religion chrétienne aux païens. Nous les aiderons, mais ils doivent en retour devenir des chrétiens.
Beaucoup de missionnaires ont cru en cette idée, y ont cru sincèrement, sans aucune arrière-pensée. Pour sauver ces âmes, il faut nous assurer que le corps lui aussi reste sain. Les Britanniques ont également fait cela en Australie dans une certaine mesure, en convertissant les aborigènes, en les convertissant à notre mode de vie. Et beaucoup, bien entendu, n'ont pas survécu. Oliver Stone. Sir Richard Burton pourrait-il figurer sur votre liste des méchants? Tariq Ali. Bon, Burton était un type très intéressant, et ma liste des méchants n'est pas si longue, vous savez. De fait, il y a eu beaucoup de savants britanniques qui sont allés de par le monde et qui ont réalisé des choses, qui ont découvert des langues ignorées, qui ont écrit à leur sujet. Certains d'entre eux étaient orientalistes au meilleur sens du terme, à savoir qu'ils cherchaient à connaître la culture orientale, à apprendre ces langues, à les traduire en anglais. Et pour moi, il est toujours positif de s'intéresser à ce que les autres pensent. Les premiers savants qui se sont rendus en Chine nous éclairent sur ce qui s'écrivait, par exemple, au XIe siècle dans ce pays, et qu'on n'aurait jamais appris sans eux. Donc pour moi, ceux-là sont dans l'ensemble des mecs bien. Oliver Stone. Quelle est votre opinion sur Franklin Delano Roosevelt? Tariq Ali. Roosevelt a été, je pense, l'un des présidents les plus intelligents que les États-Unis aient sans doute engendré au XXe siècle. Quand il décidait qu'il y avait une chose à faire, il la faisait. Il savait s'entourer de personnes de qualité, qui avaient des convictions, dans lesquelles il avait confiance pour certaines, pour d'autres non. Mais d'une manière générale, quand il prenait une décision, il allait jusqu'au bout, que cela plaise ou pas. Ce qui l'a aidé, c'est qu'à l'époque de la Grande Dépression, les États-Unis possédaient également un puissant mouvement ouvrier. Il est difficile d'imaginer aujourd'hui que des syndicats puissent jouer un rôle important dans la vie publique du pays, mais c'était alors le cas. Il y a eu des occupations d'usines à Flint, dans le Michigan, où les travailleurs de l'automobile se sont mobilisés, et où les femmes se sont organisées pour soutenir la grève, préparer des repas à leurs hommes, créer une solidarité. Et cette pression venue d'en bas a permis à Roosevelt d'affronter alors les géants de l'industrie et de faire accepter le New Deal, qui a été avant tout un programme social-démocrate pour les États-Unis. Il n'aurait pas pu réaliser cela à un autre moment. Roosevelt avait ce don de communiquer avec la population par le truchement de la radio, à une époque où la télévision n'existait pas encore. Il est devenu un chef de guerre efficace. Oliver Stone. Howard Zinn n'en pense pas autant de bien, semble-t-il. Lui qui a vu davantage en Roosevelt l'homme des capitalistes qui défendait un système sur le déclin. Tariq Ali. C'est vrai à un certain niveau, bien sûr, mais cela peut se dire de n'importe quel homme politique du monde occidental. On m'interroge parfois à propos d'Obama, et je réponds que, bon, si l'on porte la toge de César et si l'on est assis sur le trône de César, il faut se comporter en César. Mais on peut être César de bien des façons. On peut être Caligula, ou on peut être Claude, on peut être Constantin, ou on peut être Julien. Cela peut donc se dire de tous les hommes politiques. Ils sont capitalistes, ils servent les intérêts capitalistes, c'est vrai. Mais quand il n'y a pas d'alternative, vous êtes un peu coincé. La question est celle-ci. Y avait-il pour Roosevelt de vraies alternatives? Avec le recul, à ce moment de l'histoire du XXe siècle, Roosevelt a sans doute été ce que les États-Unis pouvaient avoir de mieux. Son vice-président, Henry Wallace, a d'ailleurs été un vrai progressiste, un homme d'authentique conviction. Roosevelt l'a gardé près de lui jusqu'à ce que, trop faible et malade, il n'ait plus réussi à s'opposer à ceux qui, dans son propre parti, voulaient s'en débarrasser. Les démocrates ont présenté Harry Truman à sa place. Que se serait-il passé si Wallace avait accédé à la présidence après la mort de Roosevelt? Qui sait comment la guerre froide aurait tourné, si elle aurait ou non commencé comme elle l'a fait? Qui sait si Wallace aurait usé de l'arme atomique contre le Japon? Oliver Stone. Roosevelt aurait-il usé l'arme atomique? Tariq Ali. C'est une question intéressante. Je pense que, par certains côtés, il reflétait l'opinion publique américaine à propos des Japonais. Ce n'était pas son point fort, le Japon. Oliver Stone. Il s'est résigné au bombardement massif, semble-t-il. Tariq Ali, en effet. Mais le bombardement massif des villes allemandes, Dresde et autres, était-ce militairement nécessaire? Je ne crois pas. Or, quand on accepte cela, alors, des bombardements de Dresde et de Hambourg à l'expérimentation de ces nouvelles armes contre le Japon, le pas n'est pas si grand à franchir. Je me demande toujours si l'on aurait utilisé ces armes contre des populations de race blanche. Disons-le sans détour. Les Japonais avaient à ce point été diabolisés qu'en fin de compte rayer entièrement deux de leurs villes de la carte n'importait pas vraiment. Tout le monde était d'accord là-dessus. Pas seulement les Américains. Les Britanniques étaient d'accord. Les Soviétiques étaient d'accord. L'aile gauche... Oliver Stone. Les Soviétiques, avez-vous dit? Tariq Ali. Les Soviétiques étaient d'accord. Oliver Stone. Pour Hiroshima? Tariq Ali. Staline a été d'accord. Même si c'était leur couper l'herbe sous le pied, les Soviétiques ont été informés que ces armes allaient être expérimentées contre le Japon. Ils n'ont pas protesté. Oliver Stone. L'anticommunisme de l'après-guerre a davantage pris racine aux États-Unis qu'en France ou ailleurs en Europe. Pour quelle raison? Tariq Ali. C'est, je crois, le fait qu'il y a eu en France un important mouvement de résistance pendant la Seconde Guerre mondiale.
Cette résistance avait deux composantes, l'une nationaliste, sous la houlette du général de Gaulle, qui était très admiré pour n'avoir pas accepté l'effondrement du pays et avoir déclaré vouloir lutter jusqu'au bout. L'autre avec le Parti communiste, qui, après que les Allemands eurent attaqué l'Union soviétique, et alors seulement, s'est lancé corps et âme dans l'action, où il a perdu beaucoup, beaucoup des siens. Cette idée donc de la résistance est restée très vivace en France, jusque dans les années 80, et le rôle des communistes français dans ce combat a ensuite rendu difficile de les diffamer ou de les diaboliser. L'intelligentsia française de l'époque, membre ou non du Parti communiste, était d'ailleurs d'une manière générale acquise à la théorie marxiste. Je pense à Jean-Paul Sartre, à Simone de Beauvoir, aux jeunes gens qui gravitaient autour d'eux et de l'équipe de la revue Les Temps modernes qu'ils avaient fondée. Puis il y a eu, avec de Gaulle, un président qui, plus tard dans la guerre froide, a refusé sa participation au plan américain de domination du monde. Il a décidé d'un retrait de la France de l'OTAN et s'est opposé à la guerre du Vietnam. Il s'est rendu à Montréal, non loin des États-Unis, où il a déclaré « Vive le Québec libre ». Pouvait-il faire plus? Donc la France n'a jamais eu cette idéologie de la guerre froide qui a été celle des États-Unis. Le macartisme, sous la forme particulière qu'il a prise aux États-Unis, ne pouvait guère gagner l'Europe, si l'on accepte la Scandinavie. L'Italie avait un parti communiste très puissant, du fait aussi en grande partie de l'action qui avait été la sienne dans la résistance. Oliver Stone. Nous avons pourtant eu de nombreuses grèves aux États-Unis pendant la Seconde Guerre mondiale. La question est celle-ci. Pourquoi avons-nous si brusquement changé entre 1944 et 1947, quand Truman a signé la loi Taft-Hartley au détriment des travailleurs? Quand on y pense, Eugene Debs s'est présenté à la présidence des États-Unis et a fini en prison. Big Bill Haywood a quitté le pays parce que condamné à la détention. Nous avons manifestement brisé les reins des syndicats avec les Palmer Raids et l'expulsion d'Emma Goldman. Il semble qu'il y ait eu contre les travailleurs une guerre perpétuelle. Tariq Ali. Ce fut une guerre totale contre le mouvement des travailleurs américains, notamment à partir du début des années 20. Et quand on regarde les statistiques, le nombre d'agressions physiques contre des grévistes, que ce soit par la police, ou des sociétés privées, ou des hommes de main payés par les grandes compagnies, c'est stupéfiant. La répression encouragée par l'État ou tolérée par lui a été utilisée pour écraser un mouvement des travailleurs dans le pays. Durant cette période, la menace bolchevique aussi a beaucoup compté. C'est à cette même époque que les dirigeants américains ont commencé à se servir de l'imagerie de la religion. La devise In God We Trust a été apposée sur le dollar dans les années 50. Et peu à peu, des présidents qui n'étaient pas particulièrement pieux ont consenti à une religion de pure forme. Pourquoi? Parce que la religion était considérée comme une arme contre le communisme. Et l'État s'est lui aussi mis aux emblèmes religieux. C'est là un aspect tout à fait intéressant de la guerre froide, qui nous a en partie amenés où nous en sommes aujourd'hui. Les États-Unis sont devenus un pays beaucoup plus croyant qu'ils ne l'étaient, dans lequel la religion est prise beaucoup plus au sérieux. Avant la guerre froide, la croyance religieuse appartenait au domaine privé. Elle n'avait pas vraiment sa place dans le fonctionnement de l'État. Oliver Stone. Mais au lieu de Wallace à la présidence, nous avons eu Truman. Tariq Ali. Avec l'éviction de Wallace et l'élection de Truman, les États-Unis ont décidé de s'engager sur une certaine voie. Cette voie était celle d'une politique étrangère d'affrontement avec l'Union soviétique. La première grande conséquence en a été la guerre de Corée. Avec la défaite du Japon, la Corée est devenue vulnérable au nationalisme, au communisme et aux courants extrémistes. Sans l'intervention des États-Unis, toute la péninsule serait sans doute passée aux communistes, qui curieusement étaient plus appréciés dans ce qui est maintenant la Corée du Sud que dans ce qui est maintenant la Corée du Nord. À Séoul, par exemple, le soutien du peuple était beaucoup plus franc et massif aux communistes coréens. Kim Il-sung n'appréciait guère les communistes de Séoul, qui lui rappelaient une époque où le communisme était réellement populaire. Il n'aimait pas qu'on la lui rappelle. Donc beaucoup de communistes du Sud ont subi la répression de Kim Il-sung lorsqu'il a instauré la République populaire démocratique de Corée, cette parodie de dictature stalinienne en Corée du Nord. Nombre de communistes du Sud ont été privés de poste, beaucoup ont été tués, d'autres emprisonnés. Les États-Unis ont alors décidé qu'ils n'allaient pas laisser la Corée tomber aux mains des communistes. Ils avaient envoyé des troupes dans le pays et une frontière avait été tracée entre le nord et le sud sur le 49e parallèle. C'est ainsi que les Nord-Coréens ont opté pour une opération commando et qu'ils ont franchi la frontière, ce qui a donné aux Américains un prétexte pour déclarer la guerre. Cette guerre a duré 3 ans. Elle a été la première des guerres chaudes de la guerre froide. Et si les troupes chinoises n'étaient pas intervenues, la Corée du Nord se serait rendue à MacArthur. MacArthur avait commencé à trompeter. Nous allons vaincre les communistes de la Corée du Nord, et s'il le faut, nous traverserons le fleuve Yalu et entrerons en Chine. Les déclarations de ce genre sont très dangereuses. La révolution chinoise l'avait emporté en octobre 1949. Nous avons parlé de la vague d'enthousiasme qu'avait suscité la révolution russe en Europe. Il y a eu une même vague d'enthousiasme pour la révolution chinoise en Asie. La voie chinoise, le chemin chinois. Mao Tse-tung était un héros populaire.
La révolution avait gagné le plus grand pays du monde, ce n'était pas rien. Donc quand la guerre de Corée a éclaté, les Chinois se sont dit qu'ils ne pouvaient pas laisser tomber ce pays, et ils ont envoyé leurs soldats. Les Chinois ont combattu les Américains, et ils ont arrêté leur progression, ce qui a abouti à un armistice en 1953. Mais il y a eu beaucoup de victimes. Le fils de Mao a trouvé la mort durant la guerre de Corée. Ce fut le premier de ces conflits. Le début de la guerre froide a été marqué par la dislocation des anciens empires, les États-Unis prenant la relève de plus en plus souvent. La guerre de Corée et la dislocation de l'Empire japonais, la guerre du Vietnam et la dislocation de l'Empire français. Oliver Stone, l'Iran, Tarek Ali. Les événements qui se sont produits en Iran au début des années 50 ont montré la faiblesse des Britanniques, qui ne contrôlaient plus le pays. L'élection en Iran d'un gouvernement nationaliste, le Front National, mouvement très démocratique, conduit par Mohammad Mossadegh, a véritablement constitué un tournant politique. La première décision prise par Mossadegh, une fois élu, a été la nationalisation du pétrole. Le pétrole iranien ne restera pas sous le contrôle des Britanniques, a-t-il déclaré. C'est alors que les États-Unis ont décidé de soutenir les Britanniques, de sorte que la CIA et les services secrets de Sa Majesté ont orchestré le renversement du régime Mossadegh, ramenant en Iran le Shah qui avait fui et mobilisant les religieux. À Téhéran, toutes les manifestations contre Mossadegh ont été organisées depuis les mosquées. Avec le Shah au pouvoir, l'expulsion de tous les partis politiques et la torture couramment utilisée comme une arme, le seul espace restant était la mosquée. Le renversement en 1953 de Mossadegh en Iran fait partie d'un plan plus vaste. En Amérique latine, toutes les tentatives des dirigeants nationalistes, comme Arbenz au Guatemala, de rompre avec Washington et les grandes compagnies américaines, d'organiser la défense de leur propre pays, d'agir en faveur des plus pauvres, étaient considérées comme des actes de rébellion communiste. Les États-Unis ont réagi en usant de tous les moyens disponibles pour renverser ces dirigeants, pour se débarrasser d'eux. Nous devons absolument tout faire, y compris la guerre, pour préserver le pouvoir américain dans ces territoires, disait-il. Et s'il le faut pour cela, s'allier aux pires éléments en Amérique du Sud, en Iran ou en Asie, nous le ferons. Nous avons un ennemi, le communisme, et tout ce qui permet de lutter contre cet ennemi se justifie. C'était également l'époque de la guerre du Vietnam, qui fut la manifestation la plus frappante de cette politique. Il est important de se souvenir que la guerre du Vietnam s'est intensifiée peu après l'écrasante victoire américaine en Indonésie, où le coup d'État organisé en 1965 par les États-Unis a anéanti 1 million de communistes, en chassant le dirigeant nationaliste indépendant Sukarno pour imposer la brutale dictature de Suharto. Le magazine Time a ouvertement salué l'immense victoire américaine, et c'en était une. Mais la guerre du Vietnam a enfanté ses propres contradictions. Ce fut une guerre sans fin, et une guerre dans laquelle se battaient des appelés, une armée d'appelés, à l'image de l'Amérique des années 60. Une révolte a explosé au sein de l'armée où des GI noirs et blancs ont dit « pas question d'y aller, nous n'irons pas nous battre au Vietnam ». Le Pentagone était vaincu. Il savait qu'il n'était plus possible de poursuivre cette guerre car il avait perdu la confiance de ses soldats. Le mouvement anti-guerre a été important, jamais je ne le nierai, mais que la révolte ait gagné les rangs de l'armée, que les GI aient manifesté leur opposition au conflit, a été absolument fondamental, je crois. Aucun événement de ce type ne s'était produit dans l'histoire des États-Unis, ni dans l'histoire de la plupart des autres nations. Il faut remonter à la Première Guerre mondiale pour voir des révoltes de soldats, et à la révolution russe qui s'est produite parce que des soldats ont jeté les armes. La grande manifestation des GI devant le Pentagone était à peine croyable. Des combattants en uniforme, venus sur leurs béquilles avec leurs médailles, des combattants parmi les mieux décorés de l'histoire des États-Unis, disant « Nous ne voulons pas gagner cette guerre, et nous ne voulons pas que vous la poursuiviez. » Inouï. Cela montrait le meilleur visage des États-Unis. Chaque fois que je discute avec des fondamentalistes religieux, je leur dis « Vous n'avez pas vraiment idée de ce que sont les États-Unis, car c'est un pays où les dirigeants craignent infiniment le peuple qu'ils gouvernent, et personne d'autre. Ils vous font comprendre ce qu'est le citoyen américain, ce qu'il motive, ce qu'il pense. Ces gens, avec évidemment l'aide des Vietnamiens, ont mis fin à la guerre. C'est pourquoi je crois qu'il n'y aura plus d'appelés aux États-Unis. Les autorités l'ont compris. On ne peut plus faire la guerre avec une armée de conscription. » Oliver Stone. Quels étaient les liens de Sukarno avec le mouvement des non-alignés? Est-ce qu'il l'a fait considérer comme une menace par les États-Unis? Tarek Ali. Bon, les États-Unis, on l'a dit, voient le monde en noir et blanc. Ils n'imaginent pas qu'il puisse être entre deux, que puisse exister un gouvernement qui ne soit ni communiste ni pro-américain, à l'instar de l'Inde de Nehru, qui a initié le mouvement des non-alignés, de la Yougoslavie de Tito, du Ghana de Nkrumah, de l'Indonésie de Sukarno, qui tous ont déclaré ne pas vouloir être mêlés à la guerre froide, qui ont spécifié « Nous ne sommes pas communistes, mais nous ne sommes pas d'accord avec ce que vous faites ». Un gouvernement quelque peu raisonnable à la tête des États-Unis
aurait pu répondre que ce ne serait pas si mal au fond s'il y avait un espace possible entre eux et les communistes, s'il existait une troisième voie que défendraient les peuples qui suivent leur propre chemin. Mais non, l'hystérie de l'époque était telle que quiconque affichait n'appartenir ni à l'un ni à l'autre des deux camps était appréhendé comme un ennemi. Ainsi, les États-Unis ont-ils renversé ces gouvernements les uns après les autres. En Indonésie, Sukarno a été considéré comme hostile parce qu'il était capable de sauter dans un avion et de se rendre en Chine, qu'il entretenait un dialogue avec les Vietnamiens, qu'il manifestait son opposition à la guerre du Vietnam. Il fallait qu'il tombe. Suharto, on le sait, travaillait étroitement avec les États-Unis, et il a préparé un coup d'État. Quand on fomente un coup d'État, on cherche un prétexte qui le justifiera. Un événement se produit, qu'on considère être une provocation. Alors les militaires frappent. Et ils étaient fin prêts en Indonésie. Ils ont trouvé le prétexte, et les militaires ont frappé. Sukarno a été placé en résidence surveillée. Tous les dirigeants du Parti communiste ont été arrêtés. Une liste avait été dressée. Des groupes d'autodéfense ont été constitués, composés pour la plupart de fondamentalistes musulmans, qui allaient de maison en maison dans cette magnifique île de Bali, où ils désignaient les familles communistes, donnaient l'ordre de les déloger, de tuer les femmes. Oliver Stone. Il y avait des listes fournies par Tariq Ali, par la CIA et les services secrets du pays. L'une des tâches courantes au sein de la CIA, c'est ce que Philip Agee nous a confié, consistait à établir des listes de communistes, d'individus subversifs, de guerrilleros. Leurs noms étaient parfois obtenus par les enlèvements et la torture. En Irak, les agents travaillaient avec des membres du parti Baas, comme Saddam Hussein. Ils leur procuraient les noms des communistes à éliminer, et Saddam Hussein s'exécutait. Des listes similaires ont été fournies à Suharto. Oliver Stone. Beaucoup de ceux qui ont été tués en Indonésie en 1965 étaient chinois. Je me trompe? Tariq Ali. Et beaucoup parmi les plus pauvres. Oliver Stone. Y avait-il là une composante raciale? Tariq Ali. C'est-à-dire qu'après la victoire de la révolution chinoise, beaucoup de Chinois d'Indonésie ont été très favorables à la révolution, ce qui les a rapprochés du Parti communiste indonésien. Ce fut le cas à Jakarta, comme dans d'autres des pays où vivait une importante communauté chinoise, et jusqu'au Vietnam, à Saïgon, les États-Unis ont utilisé ces événements pour encourager la xénophobie à l'encontre de la minorité chinoise. Ils disaient défendre les intérêts des Vietnamiens du Sud contre les Chinois qui vivaient à Cholon, ou encore défendre les intérêts indonésiens contre ces étrangers malfaisants qu'étaient les Chinois. Mais l'objectif était surtout d'effacer du paysage politique le Parti communiste indonésien, qui était le plus grand parti communiste d'un pays non communiste. Et l'Indonésie était le plus grand pays musulman du monde. L'élimination de ce parti a créé un énorme vide politique. Oliver Stone. 1 million de personnes ont été tuées. Tariq Ali. 1 million. Oliver Stone. Des hommes, des femmes, des enfants. Tariq Ali. Des hommes, des femmes, des enfants. Et les récits qu'on en a sont épouvantables. Oliver Stone. Partout dans le pays? Tariq Ali. Partout. Dans les villages, y compris encore une fois, dans cette île idyllique qu'est Bali, où les communistes étaient puissants. J'ai lu les plus épouvantables récits de ces massacres. Les hommes qu'on exécutait étaient éviscérés, et leurs organes génitaux exposés parfois à la vue de tous, afin de susciter la peur. On parle de rivières rouges de sang, des jours durant, encombrées de cadavres. Oliver Stone. Et cela était à l'époque considéré par les États-Unis, la CIA et le gouvernement comme une grande victoire? Tariq Ali. Cela a été considéré par les États-Unis comme une formidable victoire, car d'un point de vue historique, les empires ont la vue courte. Ils pensent rarement à l'avenir en termes de stratégie. Oliver Stone. Les États-Unis ont voulu l'élimination de Sukarno, qui était un grand leader des non-alignés. Pourquoi n'ont-ils pas souhaité s'attaquer à Nehru en Inde? Tariq Ali. Ils n'étaient pas prêts à s'attaquer à Jawaharlal Nehru, parce que l'Inde était alors un pays qui imposait le respect, notamment dans le monde occidental, et tout particulièrement en Europe. Nehru était en quelque sorte considéré comme un dirigeant social-démocrate. Il était issu des urnes, il y avait dans le pays une opposition, et l'armée indienne était indépendante. Les États-Unis ne pouvaient pas agir en Inde, mais ils ont réussi à faire du Pakistan une base américaine en octobre 1958 en organisant un coup d'État et en rendant les militaires fortement dépendants d'eux. Les liens noués entre l'armée pakistanaise et le Pentagone datent des années 50 et de la guerre froide, quand les élites au pouvoir se sont servies des militaires pour empêcher la tenue d'élections législatives dont ils craignaient qu'elles ne mettent en place un gouvernement qui dénoncerait tous les pactes de sécurité conclus entre le Pakistan et les États-Unis. Sachant qu'ils ne pouvaient guère intervenir en Inde, les États-Unis se sont concentrés sur le Pakistan. Oliver Stone. Le Pakistan devient un élément clé de notre organisation du traité de l'Asie du Sud-Est. Tariq Ali, oui, et l'armée pakistanaise, donc, un atout très précieux pour les Américains, qui entretient des liens étroits avec le Pentagone. Un grand nombre d'officiers pakistanais ont été envoyés à Fort Bragg et dans d'autres académies militaires américaines pour y être formés. Conjointement avec les États-Unis,
Une unité d'élite a également été créée au sein de l'armée pakistanaise pour mener des actions de commando. Tout cela, les Indiens le savent. Oliver Stone. Qui au Pakistan représentait une menace politique à ce stade? Tariq Ali. Aucun leader en soi ne constituait une menace immédiate, mais des partis politiques au Pakistan occidental comme au Pakistan oriental avaient pour manifeste de dénoncer les pactes de sécurité conclus avec les États-Unis s'ils l'emportaient dans les élections prévues pour avril 1959. Nous souhaitons, clamaient-ils, être un pays non aligné comme l'est l'Inde. Et la peur a gagné. Une peur totalement irrationnelle de bien des façons, mais la peur a gagné. Oliver Stone. Vous avez été personnellement marqué par le coup d'État de 1958, non? Vous aviez 15 ans. Étiez-vous encore au Pakistan à l'époque? Tariq Ali, oui. Oliver Stone, votre vie en a été changée? Tariq Ali, elle n'a plus été la même en effet. Nous étions très en colère, et je me suis activement opposé au leadership américain. Nous avons constitué des cellules et des groupes de réflexion sur les campus. J'ai également été à l'origine, à l'époque, de la première manifestation. Quand les militaires ont pris le pouvoir, tous les partis politiques et les syndicats ont été interdits. Toutes les manifestations et rassemblements de plus de 4 personnes également interdits. Et soudain nous est parvenue la nouvelle. C'était en 1961, je crois, que Patrice Lumumba, qui était à la tête du Congo, avait été tué. Par les Belges, ou les Américains, ou par les deux. Nous ne savions pas. En Inde, Nehru a déclaré que c'était le plus grand de tous les crimes, que l'Occident devrait payer pour avoir assassiné un leader indépendant. Mais notre gouvernement est resté silencieux. Aussi ai-je organisé dans mon université un rassemblement en faveur de Lumumba. Nous avons distribué nos petits tracts sur tous les campus pour annoncer la mort du leader africain. La moitié des étudiants ignoraient qui il était, et nous le leur avons expliqué, et nous avons eu 500 étudiants à peu près qui se sont rassemblés dans le grand hall de la faculté. J'ai pris la parole pour dire que le Congo avait donné naissance à son premier leader indépendant, et qu'il avait été tué parce que considéré comme représentant une menace. Et j'ai lancé « On ne peut pas rester sans rien faire, descendons dans la rue ». Et ils ont dit « Allons-y ». Et nous avons défilé, simplement défilé, de l'université jusqu'au consulat général des États-Unis, où nous avons demandé « Qui a tué Lumumba ?» Nous exigeons une réponse « Longue vie à Lumumba ». La police a été totalement prise de court. C'était la première manifestation publique, un défi à toutes les lois militaires. Puis, sur le trajet de retour du consulat américain à Lahore, à l'approche du campus, les premiers slogans ont fusé, du type « Mort à la dictature militaire, à bas les militaires », et on ne nous a rien fait. Ainsi, l'assassinat de Lumumba a-t-il été l'un des déclics à l'origine d'un grand mouvement étudiant dans le pays? Oliver Stone. Quand avez-vous quitté le Pakistan? Vous êtes, au fond, aujourd'hui en exil. Tariq Ali. Je vis à Londres. En 1963, j'étais allé étudier à Oxford, puis j'ai été interdit de retour par 2 dictateurs pakistanais. Je suis devenu un exilé. Oliver Stone. Donc 1958-1965 est une période décisive dans votre vie, et vous êtes coupé de vos racines. Tariq Ali. J'avais 19 ans quand je suis parti étudier à Oxford. Oliver Stone. J'avais près de 16 ans quand Kennedy a été assassiné, cette même année 1963. Je pense que ce fut un tournant pour moi aussi, car je ne crois pas que je serais allé au Vietnam si Kennedy avait été en fonction. Tariq Ali. C'est-à-dire que cette guerre n'aurait sans doute pas pris les mêmes dimensions. Oliver Stone. Je le pense en effet. Tariq Ali. Ces choses-là sont déterminantes dans une vie. Oliver Stone. Et de même, je ne crois pas que Roosevelt aurait lâché les bombes sur Hiroshima et Nagasaki, mais c'est la pure spéculation. Wallace à coup sûr ne l'aurait pas fait. Tariq Ali. Wallace n'aurait certainement pas largué les bombes atomiques. Des événements comme cela bouleversent totalement l'existence de chacun. Ils ont bouleversé notre existence et celle de millions d'autres personnes. Oliver Stone. J'étais du côté des colonisateurs. J'habitais New York. Je n'avais pas la moindre idée de ce que nous faisions là-bas dans votre pays, le Pakistan. Nous intervenions dans toutes ces contrées, et votre existence, car il s'agit de votre existence, aurait été différente aujourd'hui. Peut-être tous ces soubresauts de l'histoire et l'exil l'ont-ils rendu meilleur, et le mouvement social a du moins vu le jour. Mais si vous étiez né en Indonésie, il n'en aurait pas été ainsi. Votre existence aurait connu un véritable séisme. Tariq Ali. C'est-à-dire que si j'étais né en Indonésie, avec ces mêmes idées politiques, je serais mort. Oliver Stone. Une génération entière a été déstabilisée par la politique des États-Unis. Tariq Ali, y compris les citoyens américains eux-mêmes. Mais revenons à la guerre du Vietnam, qui a sans doute été l'événement le plus marquant pour toute une génération. Elle a changé les gens, jusqu'à ceux qui étaient favorables au conflit, et beaucoup parmi les combattants n'ont jamais plus ensuite été comme avant. Je veux dire par là que cette guerre les a fait réfléchir,
en même temps qu'a émergé l'idée que les États-Unis ne pourraient plus livrer bataille à l'avenir avec une armée de conscription, parce que la conscription implique la nation tout entière. Aussi la guerre d'Irak a-t-elle ensuite été celle d'une armée de métiers et de mercenaires venus de l'étranger. Oliver Stone. C'est curieux, l'Empire britannique a sans doute eu au Pakistan une influence majeure d'un point de vue culturel. Vous avez un accent britannique, mais en réalité, c'est l'Empire américain qui a changé votre vie en faisant tout pour imposer sa politique à votre pays. Tariq Ali, absolument. Et j'ai du mal à imaginer à quoi ressemblerait le Pakistan s'il n'y avait pas eu le putsch militaire, si ces premières élections législatives avaient abouti. Le Pakistan aurait-il éclaté en 1971? C'est l'une de ces intéressantes questions qui nous poursuivront à jamais. Ces événements hypothétiques m'intriguent de plus en plus, vous savez. Avec l'âge, on réfléchit davantage à la façon dont ces moments de l'histoire orientent votre vie, et celle de beaucoup d'autres. Oliver Stone. On n'y pense pas quand on est jeune. Tariq Ali. Non, on ne pense pas à ces choses-là. On est prêt à faire n'importe quoi. Je me rappelle que quand j'étais au Vietnam du Nord pendant la guerre, et que les bombes pleuvaient sur nous tous les jours, j'ai juste dit une fois aux Vietnamiens, on a vraiment du mal, vous savez. J'ai 20 ans, un peu plus. On ne pourrait pas vous être utile? On ne pourrait pas vous aider à servir la batterie de DCA? Alors le général vietnamien Pham Van Dong m'a pris à part et m'a dit « Je suis vraiment touché de ce que vous proposez. Mais cette guerre n'est pas la guerre d'Espagne, où les gens sont venus de partout se battre et mourir. C'est une guerre entre nous et la nation la plus technologiquement avancée au monde. Que des étrangers viennent combattre à nos côtés serait pour nous un souci permanent si nous voulons qu'ils restent en vie, et cela nous détournerait du combat. Donc, je vous en prie, ne nous demandez pas ce genre de choses. »